Ça a ses inconvénients, mais aussi ses avantages. En petits groupes. Le thème d'aujourd'hui, dont on va débattre pendant 40-45 minutes, c'est l'innovation en gastronomie. Pour en parler, Virginie Bréjon, qui est donc enseignant-chercheur, comme c'est marqué, à l'école Ferrandi, et Raphaël Aumont, notamment maître de conférence à Paris Sud, vous dirigez la chaire universitaire Cuisine du futur. Peut-être que ce sera intéressant de savoir ce que c'est aujourd'hui la cuisine du futur. Et puis également, vous avez co-créé avec Thierry Marx le Centre d'innovation culinaire. Justement, comme on n'est pas très nombreux, je pense que ce qui peut être intéressant aussi, c'est de ne pas hésiter à intervenir. Lorsque vous avez des questions, levez bien le bras, parce qu'en fait, on a les spots en pleine face et que finalement, on vous voit assez mal, même si on arrive à vous compter quand même. Donc, n'hésitez pas à intervenir. L'idée, c'est d'être interactif et de ne pas forcément faire une leçon pendant 3 quarts d'heure. Donc, n'hésitez pas. Avant de laisser parler successivement Virginie puis Raphaël, je vais leur poser à chacun une première question, savoir ce qu'on appelle finalement une innovation en gastronomie. Le mot innovation est mis, si on peut dire, à toutes les sauces. Ça peut être intéressant finalement d'essayer de... Ah, j'ai pas dit effectivement, comme on dit dans les concerts, hein, éteignez vos téléphones portables. Voilà, ça c'est dit. Donc voilà, savoir aujourd'hui finalement ce qu'on appelle une innovation en gastronomie. Virginie, je veux bien que tu essayes d'y répondre en quelques minutes. Là, vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonjour, je suis ravie de venir parler d'innovation avec Raphaël et Franck. L'innovation, en effet, c'est un sujet un sujet qu'on développe chacun avec son spectre, et on a chacun notre discipline ou chacun notre intérêt différent ou notre objectif. Moi, ma discipline, c'est la sociologie et le marketing. Et souvent, on imagine que la sociologie et le marketing, elle est au service de l'innovation, parce que l'innovation est avant tout technique. Et alors qu'on peut aussi innover de manière très simple en développement de nouveaux usages, en réfléchissant à comment les gens mangent, comment les gens conçoivent le produit, comment est-ce qu'on va raconter des histoires. Et donc, innover, c'est faire différemment. Mais ce n'est pas forcément mettre des moyens énormes avec des années de R&D et révolutionner la sphère alimentaire. Donc vous verrez dans ce que je vous présenterai que mon approche est comme ça et parfois au service des gens qui, eux, révolutionnent les choses grâce à leurs connaissances techniques. Raphaël ? Oui, alors bonjour à tous, ravi aussi d'être ici. Alors on a monté avec Thierry Marx le Centre français d'innovation culinaire et effectivement la question c'est de se dire qu'est-ce qu'innover en cuisine parce qu'on voit des choses, par exemple on prend un millefeuille, on le retourne à 90 degrés et il y a des pâtissiers qui disent on fait de l'innovation. On ne fait pas du tout d'innovation comme ça. L'innovation ça doit répondre à une problématique d'abord, parce que on entend tout sur l'innovation, mais une innovation, ça doit apporter des solutions, alors techniques, psychologiques, etc., mais ça doit avant tout répondre à une solution. C'est un peu comme un brevet, en fait. C'est ça qu'on oublie un peu dans ce terme d'innovation. Et alors, ce que je vais vous présenter, c'est des innovations justement par la contrainte. Ça, c'est très intéressant de se dire, voilà, on est au pied du mur, innovons. Là, on le voit actuellement avec les plastiques. Vous savez, tout le monde prend enfin conscience, par exemple, des notions de déchets en plastique. Et nous, on a montré justement que, je vais vous en parler tout à l'heure, mais voilà une canette faite avec un vrai bioplastique, avec des algues. Et ça, c'est assez intéressant, bon, même si c'est encore des prototypes. Mais vous voyez, l'idée, c'est vraiment de se dire, on a des contraintes, innovons avec. Et là, on peut avancer et avancer différemment. C'est ça aussi, parce qu'il y a de l'innovation qu'on appelle incrémentale. C'est un peu comme un escalier, puis on augmente un petit peu, puis on se dit, regardez, j'innove. Effectivement, on évolue. Et puis, il y a des fois des innovations de rupture, où il faut partir à 90 degrés. Et là, c'est explorer et prendre le risque d'explorer des pistes nouvelles. Mais ça, il faut oser. Et c'est ça aussi qui est dans l'innovation, c'est oser. Est-ce que y avait un très beau livre de Bénédicte Boger sur l'idée de nouveauté en cuisine, qui expliquait que finalement l'idée de nouveauté, et peut-être quelque part d'innovation, était finalement récente. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans une course à l'innovation qui se traduit très simplement pour les clients avec un renouvellement des cartes sans cesse, un questionnement sur le service, les arts de la table, il y a une sorte de renouvellement permanent dans la restauration. Est-ce que, historiquement, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'accélération de cette quête ou de recherche d'innovation ? Il y a effectivement, la société va plus vite, mais c'est une évolution, c'est pas forcément une innovation. Et effectivement, ça c'est Darwin qui nous dit ça, celui qui n'évolue pas meurt. Et donc on va très vite dans ce métier-là que si on reste toujours à présenter la même carte avec les mêmes gestes, les mêmes produits,
Ok, on a déjà vu, on passe à autre chose. Donc il y a une société zapping, mais c'est pas forcément de l'innovation. Faut vraiment, le mot innovation a vraiment une définition bien particulière. Ok. Dans un point de vue marketing, il y a aussi le côté où on cherche tous à se créer une identité de marque, une identité culinaire, et donc il faut se différencier. Alors qu'avant, on était plutôt quand même dans le respect de l'héritage, et donc ça montre aussi cette volonté de faire différemment. C'est comme le design culinaire, il y en a toujours eu, il a fallu donner une forme aux pâtes, il a fallu donner une forme aux tablettes de chocolat, et aujourd'hui, des choses qu'on faisait avant de manière pratique, en fait, pour répondre à un besoin technique, de manière artisanale, devient aujourd'hui art et innovation dans le verbe, alors que dans les faits, ça peut être quelque chose d'assez similaire. Ouais. Ok. Virginie, on commence là ta présentation. Avec plaisir. Donc c'est sur les tendances et les concepts en restauration. L'idée, ça va être aussi de faire la différence entre mode, tendance et prospective. Je vais vous montrer d'abord une première partie sur 4 grandes tendances culinaires. Et puis ensuite, on verra des éléments de prospective sur la restauration de demain. Alors, donc à la recherche des tendances culinaires et de l'alimentation de demain, la première question, c'est quoi une tendance ? Mon approche de la tendance, elle est avant tout de réfléchir à la sociologie, et la sociologie au service du marketing. Donc il y a des idées assez centrales. Donc pour ceux qui sont un peu intéressés au sujet, je suis désolée, ça va être très redondant, je vais être rapide. Mais il y en a pour d'autres. Enfin voilà, ça peut être aussi très éclairant quand on ne l'a pas lu ou quand on ne l'a pas vu. L'idée, c'est que ce n'est pas l'homme qui crée la cuisine, c'est la cuisine qui crée l'homme. Parce que quand on modifie notre façon de manger, on modifie notre façon de nous rencontrer et notre développement. Et donc c'est important d'imaginer cette cuisine comme étant au centre de notre évolution. Donc, 3 principes centraux en sociologie alimentaire: le principe d'incorporation, le paradoxe de l'omnivore et l'espace social alimentaire. Donc je vais vous faire un petit cours rapide et après ce sera moins académique. Le principe d'incorporation, qui a été introduit par Claude Fischler en 1996, c'est l'idée que quand on tue son ennemi au champ de bataille, si on va boire son sang ou si on mange son cerveau, on s'empare de ses forces et de son intelligence. C'est l'idée aujourd'hui que quand on mange de la viande rouge, on va avoir beaucoup de force pendant 3 jours, et que quand on boit un thé détox après les fêtes, on se sent tout de suite plus léger. Donc il y a cette idée de on devient ce que l'on mange, avec tout ce paradoxe qui est que parfois on s'autorise à manger de la viande rouge et le lendemain on boit du thé vert, et on essaye toujours un peu de se rattraper et de combiner notre rapport à l'alimentation pour lui donner du sens. Donc c'est cette pensée magique qui fait qu'on va jouer sur les symboles. C'est aussi le régime paléolithique de Gwyneth Paltrow qui va avec le retour à la nature. Voilà. Et oui. Et pourtant, il y a un gros enjeu marketing, mais là, on est peut-être justement plus dans la mode que dans la tendance, parce qu'on est dans une réponse très simple, sans lui donner de sens à un instant T, et dont la durabilité est peut-être assez limitée. D'ailleurs, on voit déjà qu'on arrive potentiellement à la fin. C'est aussi les super ingrédients. Tous les mois de janvier, vous avez à la une des magazines féminins les 10 ingrédients qu'il faut manger pour être plus belle, plus jeune et plus sexy. Ils changent chaque année. Il y avait la folie des ingrédients violets cette année. Il y a eu le chouquel pendant 10 ans. Il y a eu la spiruline. Enfin, vous les avez tous en tête, je pense, quand je vous cite ça. Et ils auront tous leur quart d'heure de gloire, mais si on monte toute une industrie dessus, on risque vite d'avoir des problèmes de retour sur investissement sur le long terme. Ce principe d'incorporation aussi, c'est qu'il faut qu'on accepte ce que l'on va manger. Ça pose des questions aujourd'hui sur l'alimentation en protéines animales. Est-ce qu'on accepte de tuer un animal pour le manger ? Est-ce que quand on achète une barquette de viande avec un petit papier absorbant en supermarché qui fait qu'on voit même plus le sang dans la barquette, on accepte que c'est un animal mort qu'on mange? Et c'est pour ça que les véganes, souvent, ils disent de la chair. Ils disent pas de la viande. Ils disent « moi, je ne mange pas de chair ». Parce que la chair, ça nous ramène à notre propre chair. Et du coup, dans le langage, ça nous fait rappeler que c'est un être vivant qui a été tué. Donc sarcophage, c'est la viande morte. Voilà. Après, avec ce petit poncif aujourd'hui, mais en même temps, il mérite d'être rappelé, de Claude Lévi-Strauss, qui dit qu'il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, il faut qu'il soit bon à penser. C'est ce qui fait la différence entre ce qui est mangeable et ce qui est comestible. Et donc, ce qui est comestible, c'est ce qui ne va pas nous empoisonner. Et ce qui est mangeable, c'est ce qu'il est toléré de manger. Et là, en fonction
de la temporalité, ça évolue avec les siècles, en fonction de nos religions, de nos cultures, de notre communauté, de la façon dont on s'habille. Il y a des choses qu'on estime mangeables ou pas. Voilà. Le paradoxe de l'omnivore, il est en continuité avec cette idée-là, c'est qu'on est tous un peu néophiles et néophobes, en tout. On a tous envie de voyager, mais on n'a pas trop envie de prendre de risques en prenant l'avion trop loin, ou alors savoir s'il y aura une douche dans le resort ou pas. Et ben c'est un peu la même chose pour l'alimentation. On a envie de découvrir des nouvelles choses, mais si on se retrouve avec un produit au design complètement innovant, on ne sait pas comment le manger, on n'a même plus d'ustensiles, on n'a plus de couteau fourchette, avec des couleurs qui ne nous rappellent rien, avec un intitulé qui fait qu'on ne se projette pas, si on n'a aucun repère, on va avoir beaucoup de mal à oser attaquer l'assiette. Et donc les chefs, les marques, les gens qui conçoivent des espaces alimentaires, des tiers-lieux, les territoires, quand ils doivent innover dans la sphère de l'alimentation, ils doivent toujours se demander quelle est ma part de repères traditionnels et quelle est ma part d'innovation. Et les gens à qui je m'adresse, est-ce qu'ils vont vouloir du 70-30 parce qu'ils sont hyper innovants, qu'ils sont en plein cœur de Paris et qui veulent de la nouveauté tous les mois. Et donc là, il faut booster à fond sur l'innovation et quand même garder une petite base de repères. Et encore, ils sont aussi très contents d'aller à la campagne, dans un resort écologique et de manger un pot-au-feu le dimanche soir. Et ça, c'est aussi les moments de consommation qui fait qu'on a un rapport différent à la nouveauté. Parce qu'il y a des moments où on veut être réconforté, parce que c'est l'hiver, qu'il fait froid. Et il y a des moments où on veut être épaté, parce qu'on est en été, qu'on sort et qu'on a envie de nouveauté. Et donc ça, c'est toujours un petit curseur à se poser quand on veut faire quelque chose. Quelle est ma part d'innovation ? Ce qui fait que voilà, il y a toujours cette tension, tradition, innovation, qui est là aussi un peu impensif dans la gastronomie. Les plats revisités. Chez Top Chef, il y a toujours une épreuve, revisiter les plats de nos grands-mères, etc. Mais en même temps, c'est ce qu'on fait au quotidien. Comment ? On revisite la cuisine depuis qu'on a créé le feu. C'est ça. Et comme dans la mode, comme partout. Et la tension là-dedans, c'est de se dire, l'incorporation fait qu'on ingurgite un produit, on devient ce qu'on a mangé, contrairement à la mode qui reste quand même extérieure. Donc avec le médicament, c'est vraiment le seul produit qui devient ce que l'on est. Et donc, il y a cette exigence à vraiment maîtriser ce que l'on a mangé parce qu'ensuite, on est le fruit de ses choix alimentaires. Et puis pour finir, l'objectif de tout ça, quand même, c'est de passer un bon moment à table. Il ne faut pas oublier que c'est ça, l'alimentation. En tout cas, dans une société comme la nôtre où on n'a plus le peur du manque, pour la plupart, et que du coup, en général, quand on mange, c'est pour se faire plaisir. Donc il y a cette notion de commensalité. Mensa, en latin, c'est la table. Et donc comme le copain, c'est celui avec qui on partage le pain, la commensalité, c'est ceux avec qui on va partager la table. Et donc voilà, l'idée, c'est aussi toujours de se projeter dans le moment de consommation. Qu'est-ce qui va se passer ? Dans mon restaurant, est-ce que les gens, on va les amener à se rencontrer ? Est-ce que je veux que les tables parlent entre elles ? Est-ce que c'est plutôt un restaurant où les gens vont venir en couple parce qu'ils vont se demander en mariage ? Est-ce que ça va être un endroit où les gens vont travailler pendant la journée ? Quelle est l'ambiance que je veux aller ? Est-ce qu'il y a des moments dans ma journée qui vont évoluer ? On le voit bien dans les établissements, on change la musique, on change la lumière en fonction des horaires pour que l'ambiance évolue aussi. Et c'est la même question pour les produits alimentaires aussi, comment les gens se retrouvent autour de notre offre. Donc, il ne faut pas oublier de développer l'appétence. Il faut que le produit donne envie, il faut qu'on ait envie de le manger. Et ensuite, il faut qu'on ait envie de le partager. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des moments de consommation différents. Et que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'avant, on travaillait des personas avec des profils types. Il y avait ceux qui allaient chez Michelin, il y avait ceux qui allaient chez McDo. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont chez McDo le dimanche soir avant de reprendre leur train, mais qui sont allés chez Michelin le vendredi soir. Et donc, on s'adresse à des envies plus qu'à des personnes. Donc, ces trois principes. Voilà. Principe d'incorporation, on va travailler sur le symbolisme. Paradoxe de l'omnivore, on va travailler sur la notion de tradition et d'innovation. Et puis, commensalité, on va travailler sur l'appétence de nos produits ou de notre offre et sur les usages. Et donc ça, c'est vraiment trois principes qu'en tout cas, on applique dans notre recherche, dans le conseil, dans le développement de concepts, pour toujours se dire, est-ce qu'on a réfléchi aux enjeux centraux de l'innovation dans notre approche sociologique et marketing ? Voilà.
Ça questionne les choses. Est-ce qu'on parle de mode? Est-ce qu'on parle de tendance? Est-ce qu'on parle de prospective? La mode, ça va être vraiment observer l'existant. Ça va être se dire, il y a des personnes précurseurs, donc souvent on s'intéresse à ce que font les chefs étoilés, et on va se dire, bon, dans 2 ans, ça va être dans les brasseries, et dans 6 ans, ça va être dans l'agroalimentaire. Là, on est dans la mode pour les restaurants étoilés, on est dans la tendance pour l'agroalimentaire, mais on n'est certainement pas dans la prospective. On va s'intéresser aussi aux consommateurs experts, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'intéresser qu'aux chefs étoilés pour connaître la mode dans l'alimentation. Donc beaucoup les blogs, bien entendu, beaucoup Instagram, surtout sur le développement de tout ce qui est slow life, nouvelle consommation durable, etc. Et puis les chefs ambassadeurs ne sont plus que des modèles en termes d'alimentation, d'assiettes, de design d'assiettes, mais aussi de discours. Et donc il y a un vrai rôle pour les chefs qui sont visibles médiatiquement, et c'est même une pression pour certains, que de porter un message, que de fédérer des équipes et de former une petite armée de cuisiniers qui vont eux-mêmes révolutionner la restauration demain. Donc avec ça et avec cette grosse pression que vous avez tous, je vais vous présenter 4 tendances culinaires. Alors c'est très difficile de présenter les tendances culinaires parce que c'est très personnel, c'est-à-dire qu'on agglomère une certaine quantité d'informations, on essaie de leur donner du sens, et en fait, un jour, j'aurais pu les mettre les regrouper d'une certaine manière, et un jour d'une autre. Donc il ne faut pas y voir quelque chose d'exhaustif du tout, mais plutôt une proposition qui est amenée à évoluer. Avant de vous présenter les 4 tendances, juste un dernier modèle. Je vous ai dit la notion de plaisir. Pour moi, quand on est dans la tendance, on est quand même dans le plaisir, même si ça peut être le plaisir de bien manger, le plaisir de prendre soin de soi, mais c'est parce qu'on a les moyens de prendre soin de soi, qui va amener à la culinarité. Quand on est dans le culinaire, on est dans le plaisir. Ça, c'est un peu le modèle. Alors, vous allez vous dire, c'est très simple de faire de la recherche, parce que j'ai fait un modèle très simple pour pouvoir en parler, mais c'est un peu le modèle récapitulatif de ma thèse de doctorat, parce que j'ai fait une thèse de doctorat en marketing culinaire, et que c'est sur les bases de ces travaux qu'on a développé une chaire en innovation culinaire et durable à Ferrandi, à Paris. Et donc c'est toute une réflexion qui amène à penser le marketing dans le spectre de la sociologie et qui est assez nouveau, donc qui mène à faire des conférences, à développer des programmes avec Raphaël, avec d'autres écoles comme le SCP sur le design culinaire, à écrire des ouvrages parce que il faut aussi transmettre cette vision de l'alimentation innovante et durable. Donc qualité, créativité, savoir-faire et partage, qui seraient les 4 dimensions de la culinarité. Donc il faut d'abord qu'il y ait une recherche de plaisir, et ensuite on trouve toujours cette 4 dimensions. Mais comme tout à l'heure, entre néophilie et néophobie, à chacun de choisir où sont ses curseurs. Et même sur une carte de restaurant, on va avoir des produits qui sont un peu plus sur la créativité, parce que c'est pour un peu une démonstration de force du chef, etc. Et puis d'autres qui sont sur la qualité, parce qu'on va retrouver des produits de qualité qui sont des repères et qui montrent qu'on a un bon approvisionnement, etc. Donc chacun va trouver ses éléments. Le savoir-faire, ça va être la mise en scène avec des cuisines ouvertes, ça va être des cours de cuisine, etc. Chacun aussi trouve sa façon de mettre en scène son savoir-faire. Tout ça dans un objectif de naturalité aujourd'hui qui est indispensable et de commensalité comme on le disait tout à l'heure. Alors je vais faire vite pour les tendances et puis vous pourrez aller sur mon site internet si vous voulez récupérer le carnet de tendances détaillé parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Mais en gros, 4 tendances que je propose qui sont néoconservateurs, bohème chic, super nature et sauvage. L'idée, c'est de montrer que la recherche, c'est pas que chiant, c'est pas que dans une tour d'ivoire. Ça l'est un peu, hein. Enfin, on passe beaucoup de temps à lire des livres, des articles, à écrire des choses tout seul dans notre chambre noire. Mais l'objectif, c'est quand même d'être au service des gens qui travaillent au quotidien et qui développent des produits, qui développent des services. Donc, première tendance, ce serait la tendance néoconservateur, qui est la plus émergente, en tout cas pour les marques agroalimentaires, pour les brasseries. Là, on est peut-être, en tout cas, on est complètement dans la tendance gastronomique. Je ne vais peut-être pas dire grand-chose de très nouveau pour les chefs étoilés qui sont eux-mêmes très créatifs. Mais voilà, donc cette tendance néoconservateur, voilà, on a le millefeuille retourné. Enfin, sauf que celui-là, il n'est pas censé être vertical, c'est pas le même. Justement, il est très horizontal, il a un glaçage hyper classique. Donc là, l'idée, c'est vraiment de retourner du velours, de l'argenterie, du torchon à carreaux, le bouillon Pigalle avec les grands classiques. Le poireau vinaigrette de 2018 qu'on a vu à la carte de tous les restaurants. Là aussi, c'est un bon exemple. Le poireau vinaigrette, pourquoi ça fonctionne ? Parce que c'est hyper naturel,
parce que c'est sain, parce qu'il y a un côté néoconservateur qui est un peu un petit snobisme, et surtout parce qu'on fait beaucoup de marge, parce que ça coûte pas cher. Et que du coup, les restaurateurs ont tout intérêt à ce que ce soit à la mode, parce que ça permet de faire quelque chose d'un peu sympa et joli et de gagner de l'argent. Donc tant mieux si tout le monde est content. Et c'est aussi ça une tendance, il faut que ça plaise à ceux qui le proposent et à ceux qui le reçoivent et qui l'achètent. Donc les artichauts Barigoul, la folie aussi de la sardine qu'on a vu ces dernières années dans les grands restaurants avec l'arête de sardines frites qui était un peu pareil, voilà, où on ose sortir des sentiers battus, manger une arête de sardines frites dans un restaurant 3 étoiles avec les mains, c'est quelque chose d'un peu... voilà. Mimi Torison, qui est très exemplaire dans le sujet. Mimi Torison, je ne sais pas si vous la connaissez, blogueuse dans le Médoc, un mari qui a un très grand château et qui cultive ses produits, qui fait des grandes tablées et qui est vraiment la représentation de ce qu'est la vie authentique à la française aux États-Unis, avec une visibilité internationale extraordinaire. Et donc elle est vraiment représentative de cette tendance qui en France aujourd'hui n'est pas forcément très identifiée chez le consommateur final, mais voilà, on peut oser faire des choses très classiques, retrouver des poires au vin, au sirop, etc. Alors, pour avancer très vite, troisième tendance, la bohème chic. Donc ça va ressembler à ça, avec des mélanges d'usages, etc. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça change le repas. C'est-à-dire que cette tendance bohème chic fait que le repas est complètement éparpillé, c'est un espèce d'apéro à rallonge où on va avoir des inspirations qui viennent de partout, on va avoir des fruits de mer grillés, etc. Et la question, c'est pas de se dire « Ah, les palourdes farcies, c'est hyper à la mode, les couteaux farcis, c'est hyper à la mode, je vais en mettre à la carte de mon restaurant ». C'est de comprendre pourquoi c'est à la mode, donc parce qu'il y a un usage, parce que c'est facile à manger, parce que c'est joli, parce que c'est naturel, parce qu'on retrouve un produit naturel qui est le coquillage dans l'assiette. Et une fois qu'on a compris ça, on peut soi-même ensuite innover, développer de nouvelles recettes que les autres n'auront pas fait, en comprenant le mécanisme qui fait que ça plaît aux consommateurs. Donc voilà, donc ça donne des plats avec des fruits et légumes très colorés, un peu dispatchés, etc. La folie Big Mama, qui va complètement dans ce sens-là. Super nature, qui va être cette idée que la nature va justement nous apporter une espèce de jeunesse éternelle, une réponse à nos questions existentielles. On va faire du yoga. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup, il y a la surfer food, il y a le yoga food, ce qui montre que l'alimentation elle répond à une quête de style de vie. Donc ça, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez vous voir que c'est des vrais mouvements avec des régimes qui se développent en fonction des activités. Et donc, ce qui fait qu'on va manger des légumes, des champignons, on va boire des eaux détox, des bouillons, des bols, beaucoup de bols, au petit déjeuner, au dîner. Et ça pose une question, ces bols, parce que c'est plus cuisiné. C'est-à-dire que c'est une succession d'ingrédients de qualité qu'on apprécie en général, on les met de manière jolie, mais le geste du cuisinier disparaît peu à peu. Donc ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est une tendance qui va rester à la marge et du coup qui ne va pas poser problème plus que ça? Je pense que ça répond à un besoin et qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais voilà, on perd le plaisir de la création de nouvelles saveurs par le mélange. Oui. Oui, c'est un peu comme la question du chef étoilé, brasserie, agroalimentaire. C'est que bien entendu, il y a ça se dispatche dans le temps. Après, aujourd'hui, ce qu'on disait, c'est qu'avec un peu cette mode de l'authenticité, du produit de qualité, du slow living, etc., finalement, il y a aussi une tendance qui émerge des personnes authentiques qui connaissent le vrai produit, qui connaissent la vraie cuisine. Donc c'est plutôt sain, ce croisement de dynamique en termes d'inspiration. Mais certainement, oui, dans la temporalité, tout ne se passe pas au même moment. Voilà. Et puis quatrième petite tendance, qui serait plutôt la notion sauvage, où là, pareil, il y a une vraie inspiration de la nature, où on s'intéresse aussi beaucoup au biomimétisme, et c'est là où, par exemple, la recherche en chimie, en physique, voilà, très bien, va inspirer les gens comme moi qui travaillent, qui vont regarder ce qu'il fait, mais que je maîtrise moi. Donc, très bien.
très bon passage de relais. Et donc voilà, sauvage avec un côté un peu plus sombre, etc. Avec vraiment des produits qui vont être braisés. Quand on mange de la viande, on mange de la vraie viande qui est sur son os, qui est un gros morceau. Et puis on va aussi aller manger du lichen, comme chez Noma. On va aussi aller revisiter des beignets de fleurs de sureau, etc. Puis parfois, c'est l'innovation, ça se retrouve aussi dans la gastronomie avec ce plat de Massimo Bottura qui reproduit un plat camouflage qui est assez extraordinaire. J'aimerais bien le goûter. Foie gras, vanille, sucre moscovado, truffe, topinambour et café. Donc à l'évocation, on imagine que ça va très bien ensemble parce qu'il y a des saveurs qui sont très torréfiées, tout à fait. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Raphaël, cette petite introduction. On va rentrer dans le dur avec Raphaël. Non. Il y a pas de science dure et Est-ce science qu'il molle. y a Par contre, des questions avant que Raphaël ne prenne la parole sur... Oui, j'en vois une là. Oui. Alors, vous l'avez sur mon site internet. Je pourrais le mettre à la fin si vous voulez. Sur la dernière slide, il y a le lien vers mon site internet. Ou sinon, je vous donnerai une carte de visite si vous voulez la chercher. Est-ce que tu peux juste me basculer le truc par contre parce que... Oui, pardon. Non mais... Tu veux ton... ça ? C'est dans PowerPoint et ta vidéo, elle sera là quand tu voudras. Mais tu peux me demander, je... Ouais, en fait, ça marche. Oui, ça... Merci beaucoup. Bien, merci. Alors, je voulais vous parler effectivement de... Alors, sciences dures, sciences molles, c'est des choses qu'il va falloir bannir, mais plutôt côté sciences, effectivement, sciences fondamentales, mais très vite appliquées aussi à la cuisine et à l'innovation pour demain. Donc, on a monté une chaire universitaire il y a 4 ans avec Thierry Marx, et l'idée, c'est de se projeter en 2050. 2050, 9 milliards sur Terre, à se partager des ressources qui sont constantes depuis que le monde existe, et donc des problèmes d'eau, des problèmes de... vous regardez un chef de cuisine jette à peu près 30% de sa matière première qu'il achète. Est-ce qu'on va continuer à gaspiller, entre guillemets, autant? Est-ce qu'on va parler de déchets, plutôt de coproduits maintenant? On commence à voir des choses comme ça qui arrivent, mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans mieux comprendre le produit? Et c'est ça le message, c'est la recherche peut aider à mieux comprendre ce qu'on manipule en cuisine, et donc pour proposer des choses différentes et puis répondre aussi à des enjeux de cuisine durable, cuisine plus responsable. Donc j'ai choisi à travers cet exemple, parce que le temps est limité, trois exemples de techno-émotion, comment la technologie peut aider à l'innovation, cuisine durable, et puis l'encapsulation avec la notion de bioplastique aussi, donc finalement une approche très santé. Alors d'abord, l'innovation, c'est ancré au cœur des chefs. Escoffier, évidemment, qu'on connaît tous. 1907, la cuisine, sans cesser d'être un art, deviendra scientifique. Cuisine, art, science. Ça, c'est quand même inscrit dans les gènes. C'est pas une tendance moderne de cuisine moléculaire d'il y a 5-10 ans ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment ancré de comprendre ce qui se passe quand on cuisine. Donc, vous ratez une mayonnaise, ça arrive. Mais l'idée, c'est de se dire pourquoi je l'ai ratée. Pas je jette, tu recommences. Ça, c'est ce qu'on entend trop des fois dans les écoles de cuisine. Mais de se dire stop. Ayons un cahier d'essai, un cahier de labo et pas forcément un cahier de recettes. Et en plus du cahier de tendance. Mais c'est comprendre de ses erreurs et apprendre de ses erreurs. C'est comme ça qu'on avance en recherche. En tant que chercheur, moi, si j'arrive tout de suite à un résultat, je m'ennuie et je passe à autre chose. Donc c'est intéressant d'innover par la rupture, par la contrainte aussi. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc, évidemment, 2-3 phrases qui nous portent à Orsay. L'ignorance, la mère des traditions. Il n'y a pas de conflit à faire entre tradition et innovation. La tradition, c'est simplement une innovation à une époque qui a perduré parce qu'on a montré que ça servait à quelque chose. Ça fait ses preuves. C'est juste ça, à mon avis, le Paris-Brest, il était très très innovant à l'époque et très en rupture, sauf qu'il a perduré parce qu'on y a trouvé tous un intérêt. Et puis le plus grand risque, c'est d'en prendre aucun. C'est la notion de zone de confort. Vous ne pouvez pas innover si vous êtes dans une zone de confort. Et j'ai cité tout à l'heure Darwin, ça peut avoir le même esprit. Alors 3 exemples pour faire vite. D'abord la techno-émotion. Les chefs s'appuient beaucoup par la technologie, par l'innovation. Alors c'est vrai que c'est un outil assez précieux, un prisme assez intéressant pour innover. Alors on a vu les basses températures, c'est pour ça que je voulais juste vous mettre ça, l'œuf à 65 degrés. C'est pas si moderne, vous regardez au Japon, le tamago onsen, c'est vraiment l'idée d'aller mettre les œufs dans le bain le plus chaud à 65 degrés, et puis d'aller se baigner à côté dans la zone un peu plus froide, et vous revenez et l'œuf est parfaitement cuit. Au Japon, dans n'importe quel restaurant, même entre guillemets un petit boui-boui de quartier, les œufs sont parfaitement cuits. C'est pas du tout le cas en France, c'est assez intéressant, c'est dans les gènes. Et alors du coup, quand vous comprenez la coagulation des protéines, parce que c'est ça, c'est pas un gros mot, il faut enseigner aussi les sciences dans les écoles hôtelières, eh bien vous pouvez maîtriser la coagulation du jaune d'œuf, du blanc d'œuf. À 62 degrés en dessous, tout est cru.
À 68, tout est cuit. Et puis, au degré près, vous avez des degrés de cuisson et donc des émotions, parce que la technologie doit servir à des émotions. Et comme l'a dit Virginie et en introduction, on est là pour du plaisir avant tout. Plaisir, bien-être et santé. Ça, c'est les messages du labo. Et donc oui, on choisit dans les cartes de restaurant, il y a les cartes des eaux, les cartes des vins, les cartes des beurres, les cartes des pains, etc. On pourrait avoir la carte des œufs avec des vraies émotions. Moi, j'aime l'œuf à 66 degrés parce que j'aime quand le jaune, il n'est pas trop coulant. Mais vous, si vous aimez un jaune très coulant, je vous conseille plutôt du 63 degrés. Vous voyez comment la technologie, la technique peut répondre à des exigences du consommateur de « je veux un maximum d'émotions, un maximum de plaisir ». C'est vraiment l'idée. Alors, les bains-maries arrivent en cuisine et heureusement, les fameuses cuissons dites basse température, ça c'est des choses qui sont archi connues en cuisine. Et puis à côté, j'ai mis le geste un peu, on va dire, traditionnel, ou qu'a encore enseigné en 2018. Alors vous pouvez faire l'exemple, vous touchez ici le muscle qui est sous le pouce. Et donc là, comme on est une viande, alors on est une chair, pour reprendre un peu les mots de Virginie, notamment sur les véganes, oui, on est de la chair, on est du muscle, et donc là on est cru, donc on est bleu. Et si vous mettez le premier doigt sur le pouce, ça durcit un petit peu le muscle, donc rosé, saignant, à point, bien cuit. Vous voyez, vous changez les doigts et ça durcit plus ou moins. Et donc les chefs, ils touchent comme ça le steak, ils regardent, tiens c'est rosé, tiens c'est saignant, tiens envoie. Alors c'est pour ça que vous n'avez jamais la bonne cuisson de viande, évidemment, avec les petits drapeaux là horribles. Mais voilà, donc là l'idée c'est si vous mettez entre rosé et à point, il y a 2 degrés de différence. Comment on maîtrise 2 degrés avec la casserole qu'on a actuellement, la poêle qu'on a actuellement, le four? On s'en sort un peu mieux dans les fours. Mais donc c'est réfléchir aussi sur les nouvelles technologies. Alors nouveau four justement, il y a une thèse qui va démarrer à Orsay quand même avec la pâtisserie Crémer. On va travailler sur le vrai sous-vide, parce qu'on entend parler des chefs cuisiner sous-vide. Ils enlèvent l'air dans un sac plastique, mais ils cuisent à pression atmosphérique. Alors je ne vais pas vous faire un cours de science, mais l'idée c'est si vous baissez la pression, vous pouvez baisser la température d'ébullition. Donc vous pouvez cuire, vous pouvez faire bouillir à 40 degrés, à 30 degrés, vous pouvez faire une friture à 80 degrés. C'est intéressant parce que vous développez plus d'acroléine, des molécules toxiques. On sait que c'est cancérigène quand c'est trop de température. Et donc vous respectez mieux le produit. Parce que souvent on entend les chefs parler « moi c'est le produit, je respecte le produit ». Nous aussi. Mais l'idée c'est de comprendre ce qu'est le produit et comment il se transforme dans les actes de cuisiner. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors par exemple, vous faites un gâteau, vous le mettez dans une enceinte sous vide. Donc on aspire pendant qu'on cuit, ou on aspire pendant qu'on refroidit, et vous avez mis plein de petites bulles d'air, par des levures, par des siphons, par des blancs en neige. Et bien quand vous aspirez, vous pouvez dilater les bulles d'air, et donc faire des textures ultra aérées, des ultra sponge cakes, des brioches, des biscottes extrêmement croustillantes, extrêmement moelleuses. C'est assez intéressant et c'est complètement innovant pour le coup. Et donc là, il y a tout un champ, et vous pouvez mariner aussi pendant que vous cuisez. Enfin, par exemple, vous faites une marinade. Les marinades instantanées, par exemple, ça n'existe pas. Ça, c'est un truc, c'est du fantasme. Vous faites un assaisonnement. Parce que les molécules aromatiques que vous mettez, elles mettent 24 heures pour rentrer dans 1 millimètre du produit. Donc quand vous faites des marinades instantanées au frigo, en plus, quand c'est froid, pendant un quart d'heure, vous ne faites rien du tout. Vous jetez du produit éventuellement, mais vous ne marinez pas. Dans cette machine-là, en 10 minutes, les molécules aromatiques elles rentrent dans le cœur du produit. Donc c'est extrêmement intéressant parce que vous gagnez du temps. Alors un industriel peut gagner de l'argent, et surtout vous gagnez en saveur et en texture. Donc voilà des pistes intéressantes qu'on développe à Orsay. Alors voilà, oui. Si on cuit à température plus basse, oui. il y a aussi des économies d'énergie. Alors pas forcément. Alors on va dire que oui, mais il faut des fois, il y a une contrepartie, c'est qu'il faut augmenter les temps de cuisson. Donc il faut vraiment faire le calcul. Mais on gagne aussi en nutriments parce que la vitamine C se détruit à 60 degrés. Donc dès que vous mettez à bouillir un jus d'orange ou des zestes, ça c'est l'astuce des chefs, on met les zestes, on fait bouillir dans du lait. Vous partez, tout part dans la pièce, ça sent très bon l'orange, et vous dites, mais qu'est-ce qui va me rester dans la casserole? Donc, vous voyez, c'est intéressant de se dire, mais on ne va pas manger de ces bonnes saveurs. Donc il faut connaître les bonnes températures, il faut cuire à très très basse température. C'est le drame, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand ça bout, mets les haricots, quand ça bout, mets les œufs, quand ça bout, mets les pommes de terre, mais il n'y a rien qui cuit à 100 degrés. Tout cuit bien en dessous de 80 degrés. 82 degrés, c'est les pectines pour les celluloses. Voilà. Donc il faut vraiment se reposer des questions sur les cuissons. Alors voilà une omelette soufflée, du caramel soufflé sous vide, enfin des choses un peu rigolotes, aussi amusantes. Et puis des études, donc quand on parlait de sciences dures, voilà, par exemple, il y a une vraie étude derrière, une meringue par exemple qui est cuite en bas à 1000 millibars là-haut, et puis à 500 millibars, donc on a baissé par 2 la pression atmosphérique, et vous voyez en termes de surface, d'énergie, et donc on peut quantifier tout ça et faire de la vraie recherche, entre guillemets, mais qui sert pour le pâtissier de demain, pour l'agroalimentaire, etc., etc. Une centrifugeuse, par exemple, c'est rigolo aussi. Prenez un jus de tomate, vous avez une texture, une couleur, une saveur.
Vous le mettez dans cette centrifugeuse à 4000 tours minute. C'est des choses pas très gourmandes, hein, c'est utilisé pour le plasma, pour le sang, etc. N'empêche qu'on a mis un jus de tomate là-dedans. Et bien vous séparez les produits par leur densité. Et donc vous avez les pulpes au fond, les fibres qui flottent, et vous récupérez, hyper intéressant, de l'eau de tomate ici, incolore. Quasiment incolore. Vous checkez ça avec de la vodka, vous faites un Bloody Mary incolore. Pas de pulpe, pas de fibres, mais là l'intérêt c'est qu'un chef, et c'est comme ça que j'ai rencontré Thierry Marx d'ailleurs, puisque lui avait écrit un livre Structure des structures. Ben là vous avez 3 textures, 3 saveurs, 3 couleurs, 3 odeurs. Et il se passe quelque chose, parce que là, il va pouvoir réaccorder toutes ces saveurs qui sont données par une tomate. Pourtant, c'était qu'une tomate. Donc voilà des choses qui partent. Donc c'est pareil, la centrifugeuse, ça va peut-être être un outil qui va arriver aussi demain. Alors après, du coup, on peut s'amuser à faire un peu tout et n'importe quoi, et surtout du bon, j'espère. On va passer dans cette moulienne, par exemple, de la pâte brisée, de la pâte feuilletée infusée dans de l'eau, et vous allez faire ici, on a développé un concept innovant de pâtisserie liquide. Donc on va boire une tarte. Vous pouvez boire une tarte citron, par exemple, dans des petits choux servis en verre, vous avez une pièce montée liquide. Donc l'intérêt, par exemple, pour le monde du cocktail, si vous prenez un cocktail sans alcool, vous allez voir que la carte est très très limitée. Hein. C'est souvent un jus d'orange avec un petit sirop de grenadine au fond, c'est juste horrible. Voilà, tu es bien au courant pour le savoir actuellement. Et bien là, vous avez un vrai jeu de texture, jeu de saveur. En plus, grâce à cette machine, on peut enlever tout ce qui est gluten, matière grasse, etc. On part de la vraie recette dite traditionnelle avec les vrais ingrédients qui vont donner du goût, mais après on peut se débarrasser de certaines calories ou d'allergènes, etc. Donc voilà des pistes un peu d'innovation. Toujours dans la technique, l'ultra froid. Alors on n'a pas pu avoir de l'azote ici pour une démo, mais grâce à l'azote liquide, au-delà de faire de la fumée dans une pièce en disant regardez, je fais de la cuisine dite moléculaire et vous vendre de la fumée, on peut utiliser l'ultra froid pour faire des cryoconcentrations. Alors c'est quoi l'idée? C'est que quand vous chauffez un produit, il y a des molécules, j'en parlais tout à l'heure, qui vont s'évaporer les premières. C'est le principe de la distillation ou de l'alambic. L'alcool bout à 78 degrés, alors que l'eau bout à 100 degrés. Donc vous pouvez séparer l'alcool de l'eau en chauffant. Le problème, c'est que vous allez perdre des saveurs, vous allez perdre des nutriments, vous allez détruire des vitamines quand vous chauffez. Là, l'idée, c'est d'utiliser la même chose, de séparer les produits, mais pas par leur température d'ébullition, par leur température de cristallisation. D'accord? État solide, état liquide. Et par exemple, vous regardez, on a fait une boule de café comme ça, l'azote, surgelée, et on la laisse tranquillement décongeler. Et vous voyez qu'au bout de 15 minutes, eh bien, vous avez l'eau pure qui est restée encore congelée, alors qu'entre guillemets, le café pur, il a décongelé le premier. C'est le principe de l'eau salée sur les routes, c'est le principe des vins de glace aussi. Donc tout ça, ce n'est pas des choses qu'on a inventées, c'est des choses qu'on a regardées de plus près, et notamment le biomimétisme, c'est ça aussi, hein, c'est regarder par exemple dans ces petits grains de raisin congelés. Et donc là, l'intérêt, c'est que si vous vous débarrassez de ce glaçon, ben vous avez concentré le café sans le chauffer. Et ça, c'est intéressant pour les nutriments, pour les saveurs, etc. Là, il n'y a plus de fumée d'azote liquide, mais par contre, vraiment, vous allez goûter quelque chose qui est extrêmement savoureux dans la cuisine. Et puis après, vous pouvez en faire une version un peu bar avec un cocktail Bellini, par exemple, avec une bulle de champagne, purée de pêche. Enfin, après, il faut faire rêver aussi, et c'est très doux. Deuxième point, je voulais vous parler de la cuisine durable, plus responsable. Je l'ai donné en intro sur la notion de déchets. Vous demandez à un chef qu'est-ce que vous faites d'une orange. Souvent, il va peler à vif, donc il va prélever les zestes. On l'a encore vu ce matin au petit-déj. On a des très très belles salades de fruits. Et si on va dans les poubelles, on se dit mais vous avez fait quoi de toutes les peaux d'orange et les zestes et tout ça? Ah bah les zestes, j'ai pas trop, on les met à bouillir, on les fait râper, bon, ok. Et les parties blanches, on apprend que c'est amer. Mais si vous goûtez, c'est pas du tout amer. Toutes les oranges sont pas amères. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant qu'un chimiste voit là-dedans, c'est des gélifiants naturels qui sont cachés dans ces parties blanches, qui sont les pectines. Il y a 5 fois plus de pectines dans l'orange que dans la pomme. Pourtant, on apprend que les fruits riches en pectines, c'est la pomme, le coin et les pépins. Les pépins, il n'y en a pas. Hein. Il y a un peu de cyanure, par contre, mais bon. Et, alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette orange, on a travaillé une orange, on l'a mixée, et on a récupéré tout d'une orange. Alors ici, vous avez un jus d'orange, justement, avec la peau qui est lentement infusée, donc les déchets, entre guillemets. Oui, il faut que je progresse en marketing, hein. Mais voilà, quelques agrumes, on peut faire sentir. Ça sent encore le frais, alors que ça a cuit à 80 degrés. Parce qu'on a récupéré... Alors, on peut faire sentir à une... Ouais, mais j'ai envie de faire quand même ma petite manip. Ouais, je vais faire sentir à une personne au hasard. Allez. Oula, je savais pas que... Ça sent l'orange fraîche. Voilà, alors que pourtant, elle a cuit à 80 degrés. Mais on a récupéré les saveurs. Donc, on travaille aussi sur la casserole de demain Orsay, sur se dire, récupérons toutes ces saveurs qui partent dans la pièce, et on va les remettre
à la minute dans le plat. C'est intéressant. Et sur ça, on a fait un bouquin sur la parfumerie culinaire, parce qu'avec cette notion de note de tête, note de cœur, note de fond de casserole, les molécules qui veulent pas rester, enfin qui restent dans la casserole, et puis les notes très volatiles comme l'orange, comme le citron, comme l'estragon, l'aneth, enfin toutes les herbes aromatiques. Et alors là, on a récupéré les pectines. On va juste mettre un tout petit peu d'eau riche en calcium. Alors, on va pas citer de marque, hein, parce qu'ils sponsorisent pas le labo, donc. Mais s'ils sponsorisaient le labo, on les aurait cités bien volontiers. Et on va mettre un tout petit peu de cette eau, et ça va texturer tranquillement, et on va voir, ça épaissit. On attend 2 petites minutes. Voilà, c'est en train de prendre. Normalement, on peut mesurer aussi les choses, hein, c'est toujours un peu bien. Voilà. On mélange. Et quasiment instantanément. Voilà, vous avez une gelée, marmelade instantanée. Vous voyez, une confiture, une texture vraiment gélatineuse qui était faite, entre guillemets, avec la poubelle. Bon, c'est là qu'en marketing, il faut que je progresse. Mais vous voyez, c'est quand même assez intéressant de se dire, ça, c'était ce que m'a donné une orange. Pourquoi aller chercher un gélifiant, rajouter des pectines? Pourquoi rajouter des arômes alors que vous venez de jeter des huiles essentielles et des gélifiants naturels? Et donc, pour ça, il faut comprendre ce qu'est une orange, ce qu'est une tomate, ce qu'est un œuf, ce qu'est un morceau de viande, etc., etc., ce que la nature nous donne, en fait. Et donc là, finalement, si on source mieux les produits, on peut tout consommer d'une orange, on peut tout consommer d'un citron, parce qu'il n'y a rien de toxique là-dedans, mais un vrai citron bio, et apprendre à mieux consommer tout ça. Et là, l'intérêt aussi, c'est que vous avez une confiture sans sucre. Alors, à vous de rajouter 5% de sucre, 10% de sucre si ça vous chante, mais pas forcément du saccharose qui n'a aucun intérêt si ce n'est vous filer le diabète, d'accord? Parce que vous pouvez avoir un sucre muscovado, justement, un sirop d'agave, du miel, tout simplement, et vous êtes avec une confiture. Alors, on n'a pas le droit d'appeler ça confiture, c'est quand même hallucinant. Il faut 55% de sucre pour pouvoir s'appeler confiture. Donc là aussi, il y a un travail à faire sur la législation, parce que ça, ce produit ne peut pas exister tel quel encore dans le... Ça s'appellera préparation aux fruits ou je sais pas quoi, ce sera invendable. Donc vous voyez, il y a un problème là-dessus aussi, hein. Mais voilà comment répondre, au moins en partie grâce à la recherche, sur le zéro déchet, le sans sucre, et associer plaisir, bien-être et santé, parce que là, je vous assure, vous avez un vrai goût de fruit. Vous n'êtes pas en train de manger du sucre puis du fruit. C'est une approche différente. Bon, il faut que je passe vite parce que je parle beaucoup moi aussi. L'encapsulation, biomimétisme. Très intéressant de regarder par exemple un grain de raisin, une petite tomate. Qu'est-ce que vous avez quand vous regardez une tomate cerise dans votre main? Vous avez une peau très très fine qui encapsule 95% d'eau dans une tomate, 90% d'eau dans du raisin. Et donc la nature, elle fabrique des membranes semi-perméables extrêmement complexes qu'on est encore incapable de reproduire au labo, mais on essaye de comprendre cette encapsulation naturelle. Comment ça se fait qu'on s'est écarté autant et qu'on va sur du pétrole, du plastique, des choses comme ça? Donc là, alors ça a été l'avènement il y a à peu près au moins 20 ans maintenant de la cuisine moléculaire avec les encapsulations alginates. Mais ça vient de là, c'est de la pharmacie à la base, hein. Dans les années 60, ça a été développé par la pharmacie, puisque quand vous prenez un médicament très amer, l'idée c'était de l'encapsuler pour que ça passe inaperçu sur vos récepteurs. Et après, Ferran Adrià notamment était l'un des génies. C'est ça l'innovation, c'est sortir de son monde pour aller voir ailleurs ce qui se passe et créer des passerelles. Et donc c'est dans la pharmacie qu'il a puisé cette technique, qu'il a mis au service de la cuisine. Et il a fait notamment les fameuses petites billes de melon, et tout le monde croyait que c'était des œufs de poisson. Alors aujourd'hui, on peut faire des œufs de caviar, on peut faire par exemple un mojito avec des billes de menthe, des billes de citron, on peut faire un peu rigolo du gin tonic avec des billes phosphorescentes qui bougent, et puis ça claque en bouche. Bon, ça c'est de l'encapsulation, maintenant c'est assez connu. Puis on s'est dit au labo, essayons d'aller plus loin et de faire la bille la plus grosse possible. Donc j'ai mis mes étudiants sur le coup, et on arrive à ça. À ça, j'ai gardé le micro. On est sur 15 centilitres d'eau encapsulée dans une membrane qui est un vrai bioplastique puisque c'est à base d'algues. Je perce, je bois, je m'en mets pas partout. Et ça, c'est un vrai bioplastique. Alors je vous dis vrai, ça veut dire quoi vrai? Parce que le bio est devenu du marketing, devenu du commerce. C'est assez lamentable quand même un mot en tant que chimiste, mais on vous vend des bioplastiques qui sont faits à partir de la biomasse. C'est ça la définition. Ça veut dire qu'on prend des champs entiers de monoculture, on sait pourtant que c'est pas bien, hein. Donc on prend des plantes entières, à partir de la plante on fait l'éthanol, à partir de l'éthanol il y a une partie qui va dans les bio-essences, etc. Et puis l'éthanol, en chimie on peut faire de l'éthylène en le réduisant, puis du polyéthylène. Polyéthylène, c'est le même plastique qui provient de l'énergie fossile.
c'est la même saloperie qui n'est pas biodégradable, etc. hein, mais ça s'appelle bioplastique parce que ça vient de la biomasse. Vous voyez l'idée, c'est quand même assez hallucinant. Tandis que là, vous avez une vraie membrane plastique. On pourrait le manger, on peut fabriquer, et on travaille là-dessus à Orsay, le distributeur de demain. J'appuie par exemple Badois citron, et j'ai cet œuf qui me tombe comme ça, je croque, je perce. Ça, il faudra se débarrasser de la paille d'ailleurs. Je croque, je bois. Ou je mange un peu cette membrane parce que là j'ai mis des zestes dedans. Ou ce côté caoutchouteux me plaît pas trop, je jette. Mais 10 jours dans la terre, il n'y a plus rien. Vous voyez, c'est les algues qui reviennent vraiment aux algues. Donc là, on peut travailler sur la nourriture embarquée, la notion de zéro déchet. Et c'est un projet du coup qui a été retenu par le CNES et Novespace, parce que quand on part, on n'est pas tous en train de partir sur l'ISS, mais l'idée c'est intéressant avec les astronautes, notamment on a travaillé avec Thomas Pesquet, parce que eux ils simulent un peu ce qui se passe en milieu confiné, quand on est trop nombreux, donc quand vous êtes 6 mois dans l'espace, vous êtes 6 mois avec vos déchets, vous partez pas avec 15 000 packs d'eau pour boire tout le monde, etc. Donc l'idée c'est de se dire comment on travaille en milieu clos, et si on est de plus en plus nombreux, comment on fait. Et donc on a travaillé, alors on a eu la chance de tester, vous voyez ce geste tout simple, je perce, je bois, on a testé ça en microgravité, et donc on a travaillé avec Jean-François Clairvoy et Thomas Pesquet. Alors c'est là qu'intervient la vidéo, si j'y arrive, mais je suis pas très doué, non, j'ai fait une connerie. Alors, pardon. C'est bon, on peut lancer ? Ouais. Je vais te le mettre. Donc on a pris la... Ouais. Je vais quand même vous montrer cette petite vidéo parce que c'est quand même rigolo. Merci Oko. Donc on a fait un vol en microgravité. Donc on était dans un avion à 8000 mètres d'altitude. Alors les 3 Gugus, les voilà. Il y a Jean-François Clairvoy notamment, astronaute français qui est directeur de Novespace. Alors il vous fait le geste, vous voyez, de faire tomber comme ça la boule. Alors pourquoi ? Parce que l'avion il est à 8000 mètres d'altitude, il pique à 45 degrés, il monte, donc là on se prend 2 G. Donc 2 G, ça veut dire que vous faites 2 fois votre masse. Donc ça veut dire que les objets ils tombent 2 fois plus vite. C'est pour ça qu'ils faisaient tomber. Alors nous avec Thierry, vous voyez, on est très très sages, parce qu'on nous avait dit, quand vous faites 2 G, si vous tournez la tête, vous vomissez avec l'oreille interne. Donc comme c'était filmé, nous on était très sages. Donc Jean-François disait regardez, regardez. Alors nous on disait oui, très très intéressant. On regardait pas du tout le truc. Voilà. Et après l'avion il cambre et là on va piquer et on va avoir 22 secondes de microgravité, d'impesanteur. Et alors c'est absolument génial. Et donc on a testé cette même boule d'ailleurs, vous l'avez ici. Je perds, je bois. Est-ce qu'elle tient les propriétés mécaniques? Ça tient. Alors on va très vite perdre Thierry d'ailleurs. Donc vous voyez c'est pas si simple que ça. Il y avait, voilà, ça y est, on le perd. Donc c'est pas facile à manipuler tout ça, hein, mais c'est des pistes. Et on a beaucoup appris sur la notion de matériaux, de membranes, et c'était une aventure humaine et scientifique merveilleuse. Bon après, ça fait un peu mal à la tronche quand même parce que on se prend 2G à nouveau et on fait ça 31 fois surtout. Donc c'est la notion de cyclage qui est assez problématique. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai fini. Donc c'était 3 pistes, hein, mais il y a plein d'autres choses encore qu'on fait, mais on ne peut pas parler de tout, mais le temps passe très vite. Donc voilà, merci. Et je ne sais pas comment on revient sur le truc, mais c'est pas très grave. Bon, merci beaucoup à vous deux. On a effectivement déjà dépassé le temps imparti, mais est-ce qu'il y a néanmoins quelques questions sur tout ce qui vient d'être... D'accord. Sur tout ce qui vient d'être dit et expliqué? Pas plus que ça. J'ai quand même une question, c'est la réceptivité concrète des chefs lorsque l'un et l'autre, mais peut-être encore plus toi Raphaël, lorsque tu vas voir les chefs aujourd'hui, ou en tout cas lorsque tu échanges avec les chefs, comment ils reçoivent toutes ces innovations lorsque tu en parles de centrifugeuses ou autres, ils se braquent pas en se disant oh là là, c'est pas mon monde à moi? Oui, alors ça peut être une réponse, mais il y a 2 types, en fait, même 2 types de gens en général, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont ouverts d'esprit et curieux, et puis il y a des gens qui sont très réticents en disant oh là là, moi c'est la tradition. Ça c'est souvent le message qu'on entend en disant moi ça me concerne pas, moi je fais de la tradition. Mais c'est quoi la tradition? Dans ces cas-là, on peut vraiment discuter de ça. Mais par contre, quand on voit après l'intérêt de la cuisine quand même de ça, c'est on peut goûter, on peut faire ses preuves et en dire ah oui là quand même ok. Là par exemple je vous en ai pas parlé, mais les chefs les plus réticents par exemple, vous leur faites sentir ça, vous dites c'est quoi ce truc, vous sentez et ça sent le chocolat. C'est de l'eau de chocolat, donc c'est du chocolat noir incolore. Dire mais comment vous avez fait ça, vous êtes des fous, mais vous c'est moléculaire, vous c'est machin. C'est juste les vapeurs d'un gâteau au chocolat qui cuit. Nous on est capable de trouver l'outil
pour récupérer ça. Et après, on se dit, bah oui, mais là, vous faites une fine gelée, vous mettez une poire à l'intérieur. Oui, on peut faire sentir auprès des gens. Vous goûtez pas, par contre, hein, parce que ça traîne dans mon sac, mais vous pouvez sentir. Mais il y a toujours des postures comme ça de se dire, non, moi, ça me consomme. Mais après, c'est une curiosité, hein, c'est sûr. Et entre les cuisiniers et les pâtissiers, il y a est-ce qu'il y a... Il faut arrêter de faire des frontières, quoi. Sinon, c'est pas ça le... Ouais. Ils n'ont pas exactement le même cursus de formation. Donc peut-être que les pâtissiers sont souvent plus sensibles à la chimie parce que plus précis. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Mais je pense qu'à terme, c'est voué à disparaître ces frontières, puisque c'est une approche globale du produit qu'il faut. Même il faut que le service aussi rentre beaucoup plus. Enfin, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'échanges, d'interactivité. Ouais. Il faut arrêter de cloisonner, hein. Je pense que c'est vraiment le message. On voit dans les tendances là où les desserts sont de moins en moins sucrés pour des questions de santé aussi, sont de plus en plus dressés à l'assiette avec des desserts de restaurant et qu'on commence à trouver dans les pâtisseries. Et inversement, on s'inspire des techniques en pâtisserie et en cuisine salée. Donc c'est là où on se voit. Virginie, est-ce qu'il y a des pays où les tendances, on a le sentiment en tout cas que les tendances sont plus émergentes, on parle souvent des pays du Nord, qui sont peut-être moins marqués par la tradition culinaire, par l'histoire culinaire, versus la France qui est marquée par le poids de la tradition. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des pays qui finalement inspirent plus d'autres pays que d'autres ? Alors, pour tout ce qui est restauration hors domicile, concept, bien sûr, on s'intéresse beaucoup à ce que font les pays anglo-saxons, États-Unis, Grande-Bretagne, et souvent pour les usages, surtout la cuisine du midi, fonctionnelle, un peu expérientielle, souvent ça arrive quelques années plus tard chez nous. Et en revanche, en termes d'inspiration pour les produits, pour les grands chefs, etc., on voit bien qu'il y a des destinations stars. Mais ce ne sont pas les pays eux-mêmes qui sont plus innovants que d'autres, c'est surtout le regard qu'on porte à ces pays qui font qu'il y a un moment, il y a un chef qui s'intéresse à tel pays, qui va solliciter l'intérêt d'autres chefs. Donc on a bien vu avec la folie scandinave, parce qu'il y a eu Noma, et que maintenant il y a une vraie... en fait aujourd'hui on parle de cuisine scandinave, mais qui peut être faite à partir de produits complètement locaux, bretons ou autres. Et en fait c'est plutôt un état d'esprit que des ingrédients. Et on l'a vu avec la cuisine péruvienne, avec la folie des ceviches, mais pareil, et là aussi dans une démarche développement durable, c'est bien de s'inspirer, de comprendre les mécanismes de création des recettes, les associations de goût, mais une fois qu'on a compris qu'il y a du gras, il y a de l'acide qui va faire mariner un produit, on peut trouver son gras, son acide et son poisson cru chez soi, et du coup s'inspirer intelligemment des tendances exotiques. Un bras élevé ? Oui, vous voulez le micro peut-être ? Allez. Non ? Sans le micro ? Allez. Oui, alors c'est pour ça qu'on développe d'ailleurs avec Ferrandi. Enfin, là, c'est quelque chose d'assez unique, c'est-à-dire qu'une école de cuisine s'associe avec la faculté pour créer un diplôme universitaire, par exemple, innovant, où vraiment on va faire de la formation continue, on va accueillir aussi bien des scientifiques, des non-scientifiques, des cuisiniers, des non-cuisiniers, etc., pour former à ces nouvelles techniques. Et après, il y a quand même des grandes tendances à apprendre. C'est-à-dire est-ce qu'il faut continuer à apprendre la mayonnaise, puis la sauce gribiche, puis le machin, hein ? Finalement, on s'en fout de la recette. C'est pas le comment on fait un produit, c'est pourquoi. C'est-à-dire qu'il faut apprendre peut-être le mot émulsion, c'est pas un gros mot, et dans les émulsions, on va retrouver la sauce hollandaise, la mayonnaise, le machin. C'est la même chose, c'est le même mécanisme. Les végétaux, c'est une histoire de pectine, de fibres, de cellulose. Les viandes, c'est du collagène, c'est la gélatine, c'est des grandes familles. Et si on apprend un peu comment ces produits se transforment et pourquoi ils se transforment sous la pression, sous la température, alors ça marche. Mais c'est une approche différente de la cuisine. Il faut arrêter d'apprendre la cuisine par des recettes. Je pense que c'est ça la base. Les recettes, maintenant, vous avez tous un téléphone. En 3 secondes, on a des très bons sites qui vous donnent une recette. Maintenant, le pourquoi et comment ça se passe, là, c'est différent. Enfin, je sais pas, mais... Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions où on s'arrête là ? Oui. Bon. Et de toute manière, on est là, effectivement. Oui, une question au premier rang. Il est où le PowerPoint
Alors, je vais prôner évidemment pour nos travaux, mais c'est pas... Ah, il s'est refermé? Oui, parce que j'ai mis Ah oui, d'accord. T'inquiète pas. Votre question, c'est quel livre faut-il lire, hein, c'est ça? Ok. Voilà, bon, je vais prôner pour nos travaux, évidemment. Mais vous avez l'innovation... Raphaël Aumont, 100%. Voilà. Non, il ne faut pas, mais on a fait un livre avec Thierry qui s'appelle L'innovation fourneau. On donne 10 clés un peu d'innovation, et justement, c'est ces explications de les celluloses, les protéines animales, les produits qui sont, on va dire, inorganiques, ou les sels, etc. etc. Mais c'est comprendre ce qui se passe quand on cuisine, c'est ça le message surtout, et d'être curieux. Et je pense qu'à partir de là, il y a quand même pas, il y a plein de choses qui se font, il y a plein de blogs, il y a plein de... C'est la curiosité, c'est un état d'esprit, hein, c'est ce qu'on a dit tous les trois, hein, vraiment ici, je pense, hein, c'est animé de curiosité. Quand on veut, on peut, hein, ça c'est le... Après, si vous êtes très courageux, vous pouvez télécharger ma thèse de doctorat sur mon site internet. J'ai fait des résumés, vous pouvez juste télécharger sommaire aussi, parce que c'est pas forcément fait pour être très agréable à lire, mais en tout cas, c'est organisé, donc vous trouvez des chapitres sur les parties qui vous intéressent. Et puis, on en discutait avec Franck hier, on a un projet d'écriture de livres sur le marketing culinaire, parce que en fait, ce sont des disciplines qui sont très attrayantes. On voit qu'il y a une grosse évolution du secteur, mais en fait, les choses ne sont pas écrites. Et aujourd'hui, à Ferrandi, quand je dois donner des cours sur les tendances culinaires, sur l'innovation, sur la création de restaurants, ou de concepts, parce qu'aujourd'hui, la notion de restauration aussi, elle est très large. On parle de tiers-lieux, on parle de food service. Et je trouve que le terme restaurant, aujourd'hui, il est presque réducteur dans toute la possibilité des gens qui sortent de formations comme les tiennes et celles de Ferrandi, où il est nécessaire aujourd'hui de regrouper toutes ces connaissances en recherche, en prospective, en tendance, en connaissance du consommateur, dans une vision d'alimentation, bien-être durable. Moi, j'ai encore une dernière question, peut-être plus pour toi, Raphaël. On a vu une superbe vidéo avec toi et Thierry Marx dans l'espace, en tout cas, en apesanteur. Et la création et l'innovation se fait sous contrainte. Est-ce que demain, les recherches, j'imagine, doivent être très actives par rapport à tout ce qui est voyage dans l'espace? Est-ce qu'aujourd'hui, la recherche, est-ce que cet univers-là, en tout cas, alors on parle effectivement, à force de détruire la Terre, d'aller vivre ailleurs, c'est pas demain, mais peut-être après-demain, est-ce qu'aujourd'hui, cette contrainte-là va pousser encore plus loin l'innovation culinaire? Ah oui, bien sûr, parce qu'on est plus nombreux à voyager plus vite et on veut toujours aller plus loin. Et le transport, alors justement, j'avais un truc, mais j'arrive pas à l'ouvrir en fait depuis tout à l'heure, mais la lyophilisation, par exemple, a été créée par la NASA. Donc c'était par la contrainte qu'on a créé les produits lyophilisés à la base dans les années. Oui, c'est costaud. Bon, et pourtant bon. Donc tous les produits lyophilisés, par exemple, ont été créés pour et par la NASA. Parce que l'idée, c'est quand on voyage, alors notamment, par exemple, le voyage pour Mars, ça va durer 6 mois. En 6 mois, les produits se périment, ils moisissent, etc. Et là, il faut absolument prendre 0 risque. Et donc, un moyen pour faire ça, eh bien, c'est d'enlever l'eau. Parce que quand on enlève l'eau, on enlève la vie des micro-organismes. Et donc là, par exemple, vous avez des tomates. On continue à travailler sur la lyophilisation, notamment, c'est ça l'idée. Et vous voyez des petites tomates comme ça, presque tomates apéro, mais elles pèsent 2 grammes chacune. Enfin, si on avait pu vous les sortir de ce truc-là, on aurait pu vous montrer. Mais voilà, ça c'est encore de la lyophilisation, il y a encore de la recherche à faire et nous on travaille là-dessus. On enlève l'eau, l'eau est savoureuse, elle est intéressante, on peut la garder. Mais là, quand vous mangez une tomate, comme il y a 90% d'eau, vous mangez une tomate, vous avez l'impression d'en manger 9 en termes de satiété et en termes d'arôme. Donc c'est extrêmement puissant, vous arrivez très vite à satiété et ça se conserve pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Parce qu'il y a 0 risque alimentaire. Et en plus, c'est une innovation et après on peut se dire, bon, ça ne va pas être réservé à une élite qui va partir sur Mars. Vous dites, le grignotage sain, vous regardez les ingrédients dans les gâteaux apéro, c'est juste hallucinant. On vous bourre du sucre et de gras. Voilà, vous pouvez avoir des petites tomates cerises comme ça en apéro, c'est sympa, c'est bon et c'est 100% fruits. Donc voilà, il y a plein de... Donc via la recherche, via le transport, la nourriture embarquée, on peut revenir après, entre guillemets, sur Terre avec des idées au quotidien pour tout le monde et toujours trouver du manger mieux, manger plus sainement. Ça fout en l'air en fait la notion de saison des produits, finalement, les modes conservatifs. Oui, mais bien sûr. Ça perturbe absolument. C'est pas gênant de manger des fraises en hiver si elles ont été cueillies en août et lyophilisées correctement. Voilà, faut arrêter aussi avec ça, tout à fait. Absolument. Mais là, ça permet de préserver un produit via la technologie. Donc pourquoi pas. Okay. Bon, si on aborde les saisons maintenant, on est mal barré. Merci beaucoup. Merci à vous deux et merci à vous d'avoir assisté. Merci.